Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Avant de commencer le chapitre qui parle des réseaux étendus, on va parler aujourd'hui de la notion de VLAN, les réseaux locaux virtuels. Commençons tout d'abord par un rappel sur ce qu'on a vu dans le premier chapitre qui parle des réseaux locaux. On a vu que dans un réseau local de type Ethernet, les données sont envoyées sous forme de trame. On a vu la trame, on a dit qu'elle ressemble à une enveloppe électronique. Et on a dit que dans la trame, on trouve l'entête et puis les données. Dans l'entête, on trouve essentiellement l'adresse MAC source et l'adresse MAC destination. Et on a vu qu'il y a deux types de concentrateurs. Alors le concentrateur est utilisé pour connecter les machines entre elles. La première génération des concentrateurs s'appelle les hubs. On a dit que le hub ne comprend pas la trame, juste il reçoit des bits sur un port, il fait une copie de ce bit et il l'envoie sur tous les autres ports. D'accord, donc vraiment aucune intelligence. Alors que la deuxième génération des concentrateurs, ce qu'on appelait les commutateurs, ou bien en anglais les switches, un switch comprend la structure de la trame. D'accord, donc il regarde l'adresse MAC destination et puis en fonction de sa table de commutation qu'il construit dynamiquement, on a vu ça, comment ça se passe dans le premier chapitre. Alors en fonction de la table de commutation et en fonction de l'adresse MAC destination, il va envoyer la trame sur un seul port vers la machine destination. Donc il regarde l'adresse MAC destination où elle se trouve sur quel port. On a bien expliqué ça dans le premier chapitre. Maintenant on a un nouveau besoin. Pour des raisons de sécurité, on veut qu'un certain nombre de machines ne communiquent pas avec d'autres machines. Aucune communication, aucune trame, même la diffusion. Par exemple, on veut que le service financier ne communique pas avec le service technique. Ou bien, si on a un invité, 2 ou 3 machines qui appartiennent à une société qui vient faire visite par exemple, donc on veut leur assurer une connexion sans être capable de communiquer avec les machines qui sont déjà reliées sur le réseau. Donc la solution la plus facile serait d'acheter un autre switch et de connecter chaque groupe sur un switch. Mais bien sûr cette solution est assez coûteuse, donc le nombre de switches est multiplié par le nombre de groupes. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre solution pour assurer notre besoin, c'est-à-dire former des groupes qui ne communiquent pas ensemble. D'accord? Bien sûr, au sein d'un seul groupe, les machines peuvent communiquer. Donc ce qu'on veut, c'est ça. C'est avoir un seul switch et faire des groupes. Le groupe bleu et le groupe jaune. Là, on a des machines qui communiquent entre elles sans pour autant être capables de communiquer avec les machines à droite. D'accord? Là, par exemple, cette machine est connectée sur le port 2. Cette machine est connectée sur le port 3. Cette machine ne peut pas connecter avec l'autre machine qui est connectée sur le port 1. D'où la notion de VLAN. Donc on veut former des VLAN. On dit qu'on veut former des VLAN. Virtual LAN. Comme si on a ici un LAN à part et là un autre LAN à part. Comme si ces machines sont connectées sur un switch et les autres machines sur un autre switch. C'est pourquoi on l'appelle Virtual LAN. D'accord? Alors, un VLAN est identifié par un numéro. On a ici le VLAN numéro 2 et le VLAN numéro 3. Et puis, on peut lui attribuer un nom, mais c'est une option, donc c'est pas obligatoire. Mais le VLAN est identifié par un numéro, d'accord? Alors maintenant, ça va faire un changement sur la table de commutation du switch. Le switch connaît toujours les adresses MAC des PC, mais on a une nouvelle information, d'accord? On a le port 1 appartient
au VLAN A, au VLAN numéro 2. Le port 2, par contre, il appartient au VLAN B, le VLAN numéro 3, ainsi de suite. Maintenant, le switch, quand il va recevoir la trame, il va lire l'adresse MAC destination. Mais attention, il ne va pas commuter la trame automatiquement. Il doit s'assurer que la machine source et destination appartiennent au même VLAN. Sinon, il ne va pas commuter la trame, même s'il connaît l'emplacement de l'adresse MAC destination. Par exemple, si j'ai l'adresse MAC source M1 qui appartient au VLAN A et l'adresse MAC destination est M2 qui appartient au VLAN B, bien que le switch connaît l'emplacement de la machine M2, il ne va pas commuter la trame, il va l'ignorer parce que M1 et M2 appartiennent à deux VLAN différents. D'accord? Donc ça ne va pas marcher. Si maintenant M1 veut communiquer avec M3, M1 appartient au VLAN A et M3 appartient au VLAN B. Alors le switch connaît l'emplacement de la machine M3, mais il ne va pas commuter la trame parce que M1 et M3 n'appartiennent pas au même VLAN. Maintenant, si l'adresse MAC source est M2 et l'adresse MAC destination c'est M1. M1 où elle se trouve sur le port numéro 1. Elle appartient au VLAN A et M2 appartient au VLAN B. Donc ils ne vont pas aussi communiquer. Par contre, la machine M2, si elle va communiquer avec la machine M3, ces deux machines appartiennent au même VLAN qui est le VLAN B. Dans ce cas, oui, le switch va commuter la trame. D'accord? Voilà, ça c'était le VLAN et comment le switch réagit aux trames Ethernet quand on a des VLAN sur le switch. Alors, comment ça se fait la configuration? D'abord, il va falloir que votre switch soit administrable. Ça veut dire quoi administrable? C'est-à-dire programmable. On peut créer des VLAN sur ce switch, pardon. Ce qui n'est pas évident. Donc, il se peut que sur le marché, vous trouvez des switches non administrables. Il ne fait que juste la commutation. Comment savoir si le switch est administrable ou bien non? Bon, on peut commencer par voir la documentation. Dans la documentation, on vous dit si votre switch peut supporter la notion de VLAN ou bien non. Et on vous indique le nombre de VLAN qu'on peut créer. 2 VLAN, 10 VLAN, 100 VLAN. D'accord? Et généralement, le switch administrable possède ce qu'on appelle un port de console. Le port de console, c'est un port d'administration, il ressemble à ça. Là, vous pouvez lire console, d'accord? Et il y a un câble fourni avec le switch qu'on appelle le câble de console qui sera connecté à votre PC pour pouvoir administrer votre switch et créer les VLAN. Le switch peut être aussi administrable sans pour autant avoir un port de console. Comment ça? Dans quelques cas, votre switch possède déjà une adresse IP par défaut et un serveur web intégré. Donc on vous demande de vous connecter sur le serveur web de votre switch. Donc vous allez obtenir une interface qui ressemble à ça et de configurer les VLAN graphiquement. Alors comment va être faite cette configuration? D'abord il faut savoir que tous les ports du switch appartiennent au VLAN par défaut qu'on appelle VLAN 1. D'accord? Puisque tous les ports sont dans VLAN 1, donc ils peuvent communiquer ensemble. Maintenant, si on veut créer un nouveau VLAN, donc il faut tout d'abord créer les VLAN. On crée VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Et comme on a bien dit, un VLAN est identifié par son numéro. On peut lui donner aussi un nom, d'accord, pour que ce soit significatif. Et puis, on va affecter les ports du switch au VLAN. Donc, on dit par exemple, du port 1 jusqu'à port 5, c'est le VLAN 2. Du port 6 jusqu'à
le port numéro 10, c'est VLAN 3. D'accord, du port 11 jusqu'à port 20, c'est VLAN 5, etc. Voilà. Alors pour que les choses ne soient pas toujours théoriques, faisons une petite démonstration du fonctionnement des VLAN. Comment ça? On va utiliser GNS3. Pour ceux qui ne connaissent pas GNS3, j'ai déjà fait une vidéo sur GNS3 qui explique le fonctionnement. Alors on va faire ça, on va placer un switch et puis 4 machines. D'accord? Alors ces 4 machines ont des adresses IP dans le même réseau, 192.168.1.0, d'accord? Mais le computer 1 et 2 sont dans le groupe VLAN 2 et C3 et C4 sont dans VLAN 3. Et on va s'assurer que C1 peut communiquer avec C2 en faisant un ping, que C3 peut communiquer avec C4, mais que C1 ne peut pas pinguer C3 ni C4. D'accord? Parce que C1 et C3 n'appartiennent pas au même VLAN. Alors, on va ouvrir GNS3. GNS3. On va placer un switch et des machines. Bien sûr, on utilise toujours Virtual PC. D'accord. Je vais changer les couleurs pour que les commandes soient claires. Donc le background soit du blanc. Ok. J'espère que comme ça c'est mieux pour vous. Alors, bien sûr, on revient à GNS3. On va créer les ports. Je ne vais pas expliquer de nouveau tout ça parce que c'est déjà expliqué dans la vidéo qui parle de GNS3. La machine C2 sur le port 30001 et 20001. La machine C3 sur 30002 et 20002. Et la machine C4 sur 30003 20003. Et puis je vais connecter ces PC au switch. Alors, voilà. Connecting switch 1, port 4. Voyons qu'est-ce qu'il y a. Enable to create UDP. Pourquoi? Voyons la configuration de la machine 4. Pas 1000 euros, 30 000. Ah, on a fait une faute ici. Donc c'est 30 003. On va
D'accord, on doit éliminer le lien d'abord. Et puis on va faire delete. Delete et 30 003, 20 003 appliqué. Ok, et puis on crée le lien. Voilà, bon, c'est fait. On a les 4 machines connectées ensemble. Alors je vous rappelle que toutes les machines appartiennent au VLAN par défaut qui est VLAN 1. D'accord, donc tous les ports du switch sont en VLAN 1 qui est le VLAN par défaut. Donc maintenant je suis sur la machine numéro 1, je peux faire ping 192.168.1.2 sur la machine .3 et la machine .4. Maintenant je vais changer le VLAN sur les ports 3 et 4. Alors déjà dans le schéma on a 1 et 2 sur le VLAN 2 et 3 et 4 dans VLAN 3. Donc 1, le port 1 c'est dans VLAN 2, port 2 le port numéro 2 est aussi dans VLAN 2, le port 3 dans VLAN 3 et le port 4 dans VLAN 3. D'accord, donc 1 et 2 sur le même VLAN, 3 et 4 sur le même VLAN aussi. Appliquer. OK. Donc a priori maintenant C1 peut communiquer avec C2 et C3 peut communiquer avec C4 et C1 ne peut pas communiquer avec C3 et C4. D'accord, là on a un VLAN, VLAN 2 et là un autre VLAN qui est VLAN 3. Vérifions ça. Je suis toujours sur la machine 1. Alors je peux pinguer normalement la machine 2 puisqu'on est sur le même VLAN. Essayons avec la machine 3 qui est dans un autre VLAN. Ça ne marche pas. Timeout. Vous voyez, on obtient du timeout. Impossible de communiquer ni avec 3 ni avec 4. Pourtant le switch dans la table de commutation il connaît les adresses MAC. D'accord, faisons le test maintenant à partir de la machine 3. Donc je vais me placer sur la machine 3. Je peux faire ping sur mon voisin qui est point 4. C'est bon, mais je peux pas faire ping vers l'autre VLAN ni avec 1 ni avec 2. D'accord, not reachable. Voilà, donc j'ai bien vérifié que C1 peut communiquer avec C2, C3 peut communiquer avec C4, mais pas de communication inter-VLAN. Il y a une communication intra-VLAN, mais pas de communication inter-VLAN. D'accord, si je vais aller sur la machine 4, même chose, je peux pinguer 192.168.1.3 mais pas point 2 par exemple. D'accord,
not reachable. Juste une remarque ici, pourquoi il dit not reachable et il ne dit pas timeout. Not reachable, c'est-à-dire il n'arrive même pas à trouver l'adresse MAC de la machine .2 en utilisant la requête ARP. Ici au début on a obtenu timeout parce que la machine 1 a déjà dans la table cache ARP cache, elle possède déjà l'adresse MAC de 3. Donc elle a envoyé le ping mais pas de réponse. Timeout. Je sais pas si ça a expiré, a déjà expiré. Donc là, si je fais ping de nouveau sur la machine .3, c'est dit not reachable. On a perdu l'adresse MAC. D'accord? Voilà. Alors revenons. Donc pour conclure, donc on a vu que les VLAN sont utilisés pour sécuriser certains groupes de machines, que la notion de VLAN diminue le coût puisqu'on n'a pas besoin d'acheter d'autres machines, d'autres switches, pardon, d'accord. Mais aussi n'oublions pas de faire la remarque que les VLAN aussi nous assurent la limitation de la diffusion. Ça veut dire quoi, limiter la diffusion? En fait, sur un réseau local, on trouve beaucoup de trames de diffusion. Par exemple, les requêtes ARP sont un exemple des trames de diffusion. Mais en réalité, une seule machine est concernée par cette trame. Alors imaginez sur un réseau, vous avez 1000 machines. Et chaque machine s'amuse à générer des trames de type ARP request. Donc vous allez occuper le CPU de votre machine pour un trafic non utile. Et vous avez occupé la bande passante des cascades aussi, et ça va générer une lourdeur sur votre réseau. Donc en utilisant la notion de VLAN, d'accord, on limite la diffusion. Donc la diffusion de la machine C1 n'arrive pas à C2. De même ici la diffusion de la machine C3, pardon, la diffusion de C1 arrive à C2 mais elle n'arrive pas à C3 et à C4. De même ici la diffusion au sein du VLAN 3 n'arrive pas aux machines du VLAN 2. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la notion de VLAN et que vous allez refaire cet exercice. Je vous remercie pour votre attention. Merci et au revoir.